Jean Rouault, 27 avril 2020, Bruxelles. Bonjour Jean Rouault, Bonjour. quel est votre ressenti aujourd'hui? Je crois que c'est à peu près le même que pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe, qui oblige chacun à se poser plein de questions sur sa vie, simplement, sur son rapport aux autres et tout. On a la possibilité ici à Bruxelles de se promener dans les parcs. Et ce qu'on voit, c'est comment les enfants sont mais heureux d'avoir leurs parents. Enfin, c'est hallucinant. Il y a tous les pères qui sont là à jouer avec les parents, avec les enfants. Là, tout à l'heure, c'était un père qui jouait avec ses deux garçons au football au milieu d'une pelouse. Il y a tous ces enfants qui sont là avec leur casque sur la tête et leur petit vélo et tout, avec les parents à côté. Euh, il y a une réappropriation du temps. Alors, ça, c'est pour ceux qui sont évidemment privilégiés. Quand on n'a pas le droit de sortir, c'est évidemment autre chose. Mais ce que je vois aussi, c'est dans le livre, j'insistais beaucoup là-dessus, sur le fait que tout ce mécanisme infernal comme ça de consumérisme a un objectif, c'est de faire que on se c'est de nous priver littéralement de tout ce savoir-faire qui était la cuisine, le bricolage, etc., puisqu'on nous amène tout, même toujours un Uber Eats pour vous amener un plat. Et là, je vois sur Facebook tous ces gens enfermés, qu'est-ce qu'ils font? Ils lisent et ils font la cuisine. Très fiers de montrer une photo du plat qu'ils ont fait hier. Alors ça, c'est évidemment, je ne parle que de l'aspect non dramatique de l'affaire. Mais il y a ces drames, il y a les appels pour violence contre enfants ou violence conjugale qui sont en train d'exploser. C'est évident qu'être à 4-5 dans 30 mètres carrés ou moins, c'est invivable. En plus, c'est l'histoire des couples quand même qui sont dans un tête-à-tête auquel ils ne sont pas habitués. Enfin, chacun est amené à revisiter son rapport au monde et son rapport à l'autre. Et avec au-dessus l'ombre de la mort qui est là, qui fait que chaque matin, si on se surprend à tousser, on se dit, mon Dieu, est-ce que j'ai chopé le virus ou pas? Donc, c'est ce rapport au monde là qui devient très, très, très sensitif. Et on est ramené à des sentiments essentiels qui sont évidemment la santé, mais ça va à l'air qu'on respire, puisque c'est par l'air que se véhiculent tous les virus, le rapport à la nourriture, le rapport à l'autre, à la famille, le fait que on a vu ces vidéos aussi avec ces animaux qui rentrent dans les villes. Il y a ces vidéos là avec extraordinaires, vous avez deux chevreuils qui déambulent comme ça au milieu d'une rue. Enfin, alors, il y a ça un peu, plusieurs vidéos comme ça. Les gens qui réentendent les oiseaux dans les villes, l'air qui devient plus respirable, moins de pollution. Il y a quelque chose qui est posé d'un monde possible et qu'on ne va pas oublier de sitôt. Sans doute que la vie va reprendre à peu près pareil, mais voilà, il y aura cette empreinte-là de ces 2 mois de confinement où on aura revisité beaucoup de choses qui vont demeurer. Alors le livre auquel vous faites référence, c'est votre nouveau livre qui est paru peu avant le confinement, qui s'appelle L'avenir des simples, petit traité de résistance aux éditions Grasset. L'une des premières mesures qu'ont pris les gouvernements, surtout en France, a été de fermer les librairies. En quoi est-ce que les livres sont bien au contraire et justement un bien de première nécessité en cette période-ci particulièrement? Je trouve qu'il y avait d'autres moyens que de fermer complètement. Là, ici, à Bruxelles, Filigrane avait un guichet. Vous pouviez commander un livre et puis vous le passiez le prendre au guichet.
c'est pas plus grave que d'aller acheter son pain ou d'aller faire ses courses. Il suffit de respecter les distances de sécurité, etc. On aurait pu faire quelque chose comme ça pour les librairies, ça c'est sûr. Maintenant, bon, c'est une autre décision qui a été prise et en accord avec le syndicat de la librairie. Donc. Mais c'est sûr que la lecture a pris une importance dingue parce que vous ne pouvez pas rester collé toute la journée à regarder des séries. Et là, ce matin, donc avec ces distances de sécurité avant de rentrer dans les magasins, donc il y a des longues files comme ça. Ça ne fait pas autant de gens que ça, mais comme entre 1,50 m entre les gens, du coup, ça allonge la file. Et on attend, évidemment. Il y avait 3 personnes qui étaient avec un livre à la main. Elles savaient qu'elles allaient attendre et elles ont apporté un livre. Je pense qu'il y a 2 mois, elles auraient eu le nez dans leur smartphone. Donc, on va voir. Ce que j'ai vu aussi, c'est que je suivais L'Avenir des Simples sur Amazon. Maintenant, il n'y en a plus. Le livre broché, il n'y en a plus sur Amazon. Et donc, à ce moment-là, les gens se sont reportés sur Kindle, mais autrement, pas du tout. Le livre électronique, par exemple, n'a pas marché. C'est comme très. Vous pouvez penser que c'était la solution la plus simple. Il y a un attachement au livre. C'est évident que de céder sur l'objet livre, c'est céder sur bien plus que de céder sur la littérature, autre chose. Vous écrivez que certains voient plus loin que d'autres en observant simplement la mécanique du monde. En quoi est-ce que les écrivains sont le témoin du monde et vous, qu'est-ce que vous observez en cette période de coronavirus? Alors, tous les écrivains ne sont pas comme ça, mais il est certain que certains ont été plus lucides dans l'histoire. Et là, je me puise par exemple, il y a un auteur américain qui s'appelle Aldo Leopold, qui, est, qui a travaillé dans les parcs américains et qui est une espèce d'écologiste avant l'heure, qui raconte comment le parc américain qui avait été créé pour préserver la nature, du coup a été utilisé comme un grand terrain de jeu. Et donc, on a ouvert ces parcs-là avec des routes, tout ça, pour amener les gens avec les parkings et tout. Moralité, cette réserve de la nature est devenue un des lieux de pollution avec des conséquences sur la faune, bien évidemment, puisqu'on avait commencé par éliminer tous les loups de Yellowstone, par exemple. Donc, alors qu'on pouvait penser, il y a 70 ans, que c'était bien de pouvoir permettre aux uns et aux autres d'aller respirer au milieu des parcs, comme ça, une nature qui n'avait plus autour des villes. Et en fait, le résultat est d'une catastrophe. Et Aldo Léopold voit ça il y a 70 ans, voilà, 80 ans. Voilà. Donc, il y a Yourcenar aussi, une lucidité extraordinaire. Quand vous écoutez ses interviews dans les années 70, elle a tout piché. Or, ce n'est pas de l'ordre de la prophétie. On a simplement tout sous les yeux. Il suffit par exemple, de savoir que personne n'a l'idée maintenant de jeter ses ordures au milieu de la rue. Ça semble évident. Or, on continue de jeter dans l'air toute cette pollution de gaz d'échappement, etc., ou de cheminées d'usines, etc. Et c'est aussi grave que de jeter, c'est même plus grave que de jeter ces déchets dans la rue. Eh bien, il y a des gens qui, dès les années 70, avaient prédit le réchauffement climatique en calculant que ces rejets, avec les phénomènes chimiques qu'ils entraînaient, allaient entraîner une hausse de la température. Et donc voilà, il y en a qui sont plus lucides que d'autres, c'est évident, mais ils ne sont jamais écoutés. Donc, et le drame, c'est d'avoir raison après, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ce serait bien d'avoir raison sur le moment et d'être écouté. Alors, ce qui se passe avec l'Avenir des Simples, c'est que j'ai fait plusieurs interviews comme ça importantes, et tout le monde reconnaît, enfin tout le monde, on reconnaît le côté prémonitoire de ce qui se passe dans le livre. Et s'il n'y avait pas eu le virus, on aurait haussé les épaules à l'Avenir des Simples.
Vous voyez, c'est ça le paradoxe. On va parler des simples, mais vous le rappelez aussi également dans ce livre que le monde contemporain a fait de nous des consommateurs et ce qui était très révélateur, c'est que juste avant le confinement, les Européens se sont rués sur le papier OIC alors que les Américains ont été achetés des armes à feu. Qu'est-ce que ça révèle de nos sociétés et de nos cultures? Ah, on ne va pas faire une analyse freudienne avec le stade anal pour les Européens, mais il est évident que la notion de culture, de civilisation, ça existe. Moi, j'appelle ça un imaginaire. On a des imaginaires communs. Et on voit bien en se déplaçant qu'ils ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Et là, l'histoire des États-Unis, c'est un pays violent qui s'est fondé violemment par les armes, commencé par la Révolution, mais déjà avant avec l'extermination des Indiens, avec les guerres indiennes qui commencent bien avant même le 19e siècle. Hein. Et, euh, et que donc cette idée que puisqu'on est attaqué, on doit se défendre. Alors évidemment, l'idée de se défendre avec un fusil mitrailleur contre des virus, il y a quelque chose de grotesque, mais à un niveau symbolique, ça dit ça. Mmh. Ça dit ça. Pour le papier toilette des Européens, c'est sans doute qu'ils n'ont pas la conscience tranquille, qu'ils ont sans doute l'impression d'avoir une expression en français qui dit d'avoir, on dit, il sème sa merde. Peut-être qu'ils ont eu l'impression de l'avoir trop semé. Qui dit progrès dit désormais profit, c'est aussi quelque chose que vous dénoncez dans ce livre. Pourquoi cette logique du profit a eu un effet dramatique, notamment sur le monde hospitalier et la recherche scientifique qui sont si précieux aujourd'hui? Parce que là, effectivement, la logique, c'est une logique de profit. On sait bien que les maladies orphelines n'intéressent pas les chercheurs qui travaillent sur des domaines qui n'auront aucune chance d'être rentables, ne parviennent pas à trouver des subventions pour leurs recherches. En revanche, dès qu'une maladie, une pandémie, mais il y en a qui, dans le secret, comme ça, des conseils d'administration, doivent se frotter les mains à l'idée d'un vaccin qui sera diffusé à 7 milliards d'exemplaires. Vous imaginez un peu le pactole. Mhm. Donc, j'appelle ça la rente. C'est-à-dire, vous créez un besoin et après, vous êtes renté à vie avec ce besoin que vous avez créé de toutes pièces. Là, il y a des choses il s'est passé des choses autour du docteur Raoul, là, c'est un homme qui est en première ligne, qui voit arriver à lui des gens malades, qui lui demandent évidemment, docteur, faites quelque chose. Et lui a sous la main un traitement qu'il expérimente, et avec plus ou moins de succès, et sans doute plus que moins. Et donc, on a vu Macron aller le voir, lui donner une auréole de grand savant, ce qu'il est peut-être, mais certainement. C'est certainement pas Macron qui pouvait lui décerner ça au nom de quelles compétences. Et 2 jours après, quand on sait comment Sanofi a été présent dans l'élection de Macron, quand on sait que 2 jours après, Sanofi intervenait, etc., on voit que se met en place quelque chose. Et que pour légitimer ça, cette chose-là, il faut une espèce de héros. Alors donc, on a héroïsé ce docteur-là, mais qui sert de figure de proue pour évidemment d'autres choses qui nous dépassent et qui sont uniquement des affaires d'intérêt, de profit, c'est tout. Et le progrès, il se trouve qu'il était pendant longtemps, il y avait autre chose face à la notion de profit. Il y avait la condamnation du profit par la religion, par le communisme, etc. À partir du moment où et le fait religieux et les idéologies socialistes ont complètement disparu, parce que dans le fait, elles ont disparu, politiquement, eh bien, soudain, il y a une espèce de boulevard comme ça, et ces gens pris de folie qui s'autorisent tout uniquement pour pouvoir entasser une fortune qui, de toute façon,
et purement symbolique. C'était Warren Buffett qui disait, on pourrait m'enlever 99% de ma fortune, je ne m'en apercevrais pas. Voilà. Donc, c'est une espèce de super bingo. Les gens prétendument intelligents qui n'ont pour idée que d'apparaître dans le magazine Forbes. Vous Franchement, le faut Vous éteindre. l'avez rappelé, au début, c'est que, en ces temps de coronavirus, on réalise encore plus à quel point la société repose sur les simples, sur, les caissières, les infirmières, les éboueurs. Vous qui n'avez, jamais oublié vos origines ou vos débuts en tant que kiosquier notamment, pourquoi vous aspirez à ce que vous appelez l'avenir des simples? Alors, les simples, il y a une polysémie, c'est-à-dire que les simples, au départ, ce sont les plantes médicinales que l'on cultivait dans les monastères pour soigner. Hein. Il y avait ces jardins très beaux avec toutes ces variétés comme ça de plantes médicinales. Et puis, mais évidemment, ça joue sur l'idée des simples. Et les simples, c'est toujours par rapport à une élite. Or, on nous a vendu dernièrement, c'était les premiers de cordée. Franchement, un premier de cordée, c'est celui qui, quand il dévisse, entraîne tout le monde dans sa chute. Et on a bien vu là que les premiers de cordée étaient complètement à la rue, ils naviguaient à vue, et ceux qui étaient en première ligne, ceux qui continuaient de faire tourner le pays, ceux qui payaient de leur personne, avec courage et générosité, ce sont toujours les mêmes. C'est-à-dire ce sont toujours ceux qui sont en bas, qui sont toujours déconsidérés. Et c'est Emmanuel Todd qui, dans son dernier livre, parle de ce réarmement intellectuel des classes inférieures, inférieures au sens technique du terme. Hein. C'est-à-dire que les gens qui sont barrés dans leur ascension sociale, du coup, font profiter ces classes-là de leur intelligence. Et on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. Les plus intelligents, c'était de ce côté-là et pas en face. Ce livre se veut aussi un petit traité de résistance. C'est quoi la résistance aujourd'hui? À quoi est-ce que nous devons résister? Et en quoi est-ce que vous espérez que la jeune génération va résister à certaines choses? Alors, le titre du bandeau, j'en suis pas responsable, c'est l'éditeur, bon, je l'ai approuvé. Mais donc, l'idée de résistance, au départ, ce n'est pas l'idée centrale du livre. L'idée centrale, c'est comment tenter de modifier un système en partant de ce qu'on a dans l'assiette. C'est-à-dire que le seul fait de devenir vegan fait puisque nous ne sommes pas 7 milliards, mais 80 milliards, à moins de considérer que 70 milliards de têtes de bétail ne respirent pas, ne mangent pas, etc., ne boivent pas, etc., que de renoncer à cette consommation de viande, de produits laitiers, euh, c'est le meilleur moyen de lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution terrifiante de cet élevage, qui est là uniquement pour la consommation, pour notre consommation. C'est libérer 80% des terres cultivées qui sont destinées uniquement à l'alimentation du bétail. C'est travailler pour sa santé parce que les graisses animales, c'est pas bon du tout. Et puis, c'est surtout un moyen de faire plier tous ces grands groupes qui vivent de ça, autour de cette consommation de viande et de lait. Vous avez Monsanto, vous avez les semenciers, vous avez tout le monde. Et également les fabricants de Caterpillar, etc. Parce que c'est une rente aussi formidable. Comment on a obtenu avec les OGM qu'une plante repoussée, qu'une plante plantée ne repousse plus. Je veux dire, c'est quand même dément. Comment on a réussi à interdire les semences anciennes? C'est-à-dire que tout a été euh, verrouillé pour devenir absolument complètement dépendant de ces gens. Renoncer à manger de la viande, c'est commencer à les faire plier. Ils ont peur de ça. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement une résistance, c'est aussi un moyen d'action. Et Donc voilà. la jeune génération, juste en 2 mots, vous en attendez quoi dans cette résistance-là?
Eh bien, c'est elle qui commence à devenir de plus en plus végane et tout, qu'elle poursuit dans cette voie-là, qu'elle se réapproprie, du temps pour elle, un savoir-faire et qu'elle ne se laisse pas manipuler par cette propagande folle de Facebook, Google, de Netflix, et cetera. Et je crois que ce sera difficile pour elle de résister à ça. Donc, je sais pas, il faut faire sauter les data centers, par exemple. À méditer. On va lancer l'appel. En tout cas, merci beaucoup Jean Rouault et surtout portez-vous bien. Merci à vous et portez-vous bien aussi. Merci. Au revoir.